Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nicolas Bon, CEO de Clark Influence, une agence sociale qui essaie de faire le pont entre les marques et les influenceurs. Comment vas-tu, Nicolas? Très très bien. Et toi, Hugo? Ça va très bien. Est-ce que c'est la première fois que tu fais ce genre d'exercice? J'en ai pas fait beaucoup, je te dirais c'est la deuxième, troisième fois que je participe à des podcasts. Donc, écoute, je vais essayer de... Tu vas voir, ça va être plusieurs questions, etc. Puis n'hésite pas à rebondir, puis moi je vais rebondir là-dessus. Mais le but, c'est vraiment en apprendre beaucoup plus sur Clark, mais surtout sur ton parcours. Donc je te propose en fait de commencer par la première question, qui simplement, en fait, c'est qui es-tu, Nicolas? Ouais. Et comment en es-tu arrivé à fonder Clark? Et vraiment, je veux me concentrer avant sur qui es-tu et ton parcours. Et après, on ira plus sur Clark et ce que ça fait exactement. Parfait, génial. Je m'appelle Nicolas, j'ai 31 ans, je suis arrivé à Montréal quand j'avais 17 ans. Je viens de l'île de la Réunion. Et j'ai fait ici toutes mes études quand je suis arrivé à Montréal. J'ai fait HEC Montréal, c'est là où on s'est rencontrés à l'université. Et donc, voilà, j'ai été direct étudiant. Après, j'ai fondé directement Clark. Moi, sinon, personnellement, je suis un amoureux du contenu. On va y revenir. C'est pour ça que j'ai une passion toute particulière sur toutes les vidéos que je vois sur les différentes plateformes. J'ai un attrait particulier. Sinon, je suis un sportif, un amoureux de la cuisine et j'adore le Québec. Et t'es Canadien ou? Je suis Canadien depuis l'année dernière. Ah, félicitations. Ouais. Et tu vois, tu me disais justement que tu es un amoureux du contenu et que tu as fondé Clark maintenant, tu disais, ça fait quelques années maintenant? 7 ans. Bientôt 8. Ouais. Et vous êtes combien? Là, on est un peu moins d'une soixantaine et on est répartis sur 3 bureaux. Donc, on a créé l'agence ici sur la rue Clark à Montréal. C'est pour ça que ça s'appelle Clark. Et après, il y a 4 ans, on a créé la filiale française parce qu'on avait des employés qui étaient basés ici à Montréal et qui sont ensuite repartis en France. Et on avait quelques contacts en France, donc on s'est dit, il y a peut-être une opportunité. Donc là, on a créé la filiale ici à Paris. Et il y a 3 ans, pour essayer de desservir nos clients sur le marché vraiment canadien, sur le marché national, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une antenne à Toronto. Donc on a créé le bureau il y a 2 ans. On a eu aussi une tentative il y a 4-5 ans en s'associant à quelqu'un, mais ça n'a pas du tout marché. C'était un gros flop. Au moins, t'as appris de ça, j'imagine. Ouais. Définitivement c'est très dur de pouvoir cerner un anglophone et de savoir si ça peut être un bon partenaire. Il y a la barrière de la langue, c'est pas vraiment évident, mais là on a une associée directrice générale qui s'appelle Marie-Josée Cadorette, incroyable fit, qui gère le bureau de Toronto, et du coup on a un peu plus d'une dizaine de personnes à Toronto. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est le marketing d'influence. Quand je parle du marketing d'influence avec pas mal de gens, chacun a des définitions hyper différentes, puis se demande c'est quoi un influenceur, etc. Et vu que c'est le corps un peu de ce que fait Clark, la question, en fait, plutôt simple pour toi, mais moi qui me paraît compliqué, c'est quoi le marketing d'influence selon toi? Waouh, on peut y répondre de plein de manières, Ouais. Mais si tu prends un peu la définition la plus littérale, c'est comment une marque va utiliser des personnalités publiques, des créateurs, tu peux les appeler comme tu veux, pour essayer de changer un comportement, d'essayer d'influencer quelque chose. Donc souvent, le marketing d'influence, ça va être comment on va utiliser, comme je te disais, des créateurs de contenu pour essayer de s'insérer et d'essayer de faire véhiculer et d'amener des messages de marque pour les mettre directement dans les feeds de nos créateurs de contenu. Et basé sur ça, sur ta passion du contenu, etc. Et puis là, tu disais, ça fait quelques années déjà que Clark a été créé. Vous êtes à peu près 60 employés, dispersés sur différentes zones. Comment est arrivé Clark, en fait? Comment as-tu perçu le besoin? J'imagine que tu n'es pas tout seul à avoir fondé Clark. Voilà, comment est né Clark? Qu'est-ce qui a été le spark qui t'a dit, OK, là, je vais créer une agence d'influence après avoir fait une école de commerce comme HEC, etc. Ouais. Alors, pardon. Tout à l'heure, je te disais que j'ai créé Clark directement après mes études. J'ai eu plusieurs projets professionnels avant Clark. Et il y a une personne qui arrivait dans ma coloc quand j'étais littéralement sur la rue Clark, et c'était un Français qui arrivait de chez Canal+, et qui est venu travailler dans une autre agence de marketing d'influence, et il m'a un peu fait connaître un peu tout ce milieu-là, et c'est là où j'ai réalisé que en 2017, il y avait vraiment une opportunité de marché où
peu de marques communiquaient directement avec ces influenceurs. Ces influenceurs étaient assez mal vus et avaient des reach juste exceptionnels, encore plus aujourd'hui, mais il y avait vraiment une opportunité de marché. Et donc là, on a essayé de mettre en place une agence qui pouvait vraiment démocratiser ce canal de communication. Et c'est de là que Clark est né, de démocratiser ce canal de communication et d'aller voir plein d'entreprises et leur permettre d'avoir accès à c'est qui les bons influenceurs qui peuvent représenter la marque, quel type d'influenceurs, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait des concours, est-ce qu'on fait des posts, est-ce qu'on fait des podcasts. Et donc, on avait vraiment comme mission de mettre en connexion nos réseaux d'influenceurs qu'on connaissait vraiment à l'échelle tout modeste de la ville de Montréal. On a commencé, notre premier client, c'était le Festival du Nouveau Cinéma, et c'était comment le Festival du Nouveau Cinéma voulait ramener plus de clients à leur festival, et quels sont les cinéphiles de Montréal qui peuvent commencer à mettre quelques posts sur leur Facebook. À l'époque, Facebook, c'était le réseau numéro 1 à l'époque. Et donc, vraiment, Clark est né de vouloir répondre à ce besoin de marché, de connecter les influenceurs et les marques. Et ça a l'air de plutôt marcher. Ça marche bien, et surtout depuis la Covid, le marketing d'influence a vraiment explosé. Les annonceurs ont vraiment, avec surtout la hausse du temps d'utilisation des médias sociaux, beaucoup de médias sont insérés sur les plateformes, et maintenant les nouveaux médias, c'est des influenceurs, et c'est des gens qui arrivent à générer des capacités et des audiences juste malades mentales, et donc ça cesse, ça fait que grandir, et on est très content d'avoir pris ce pari en 2017, et c'est très cool de voir que ça continue de grandir et de voir constamment ces chiffres évoluer. Ouais, et puis j'imagine avec les apparitions, bon maintenant ça fait quelques temps, mais de TikTok ou parce qu'au début ça avait commencé avec Instagram dont on parlait d'influenceurs, etc. Puis là il y a de plus en plus de nouvelles plateformes qui sont arrivées. Et même si je veux pas dire de bêtises, on regardera à la limite après le podcast, mais je crois que c'était l'année dernière, ou peut-être il y a 2 ans, ou peut-être l'année dernière, c'est la première fois qu'on a vu le temps de consommation online plus élevé que le temps passé à la télé. Je crois que c'était, je veux pas dire de bêtises, peut-être on vérifiera. Ouais, je pense que c'est cette année, et je pense aussi tu as le temps d'écoute, et tu as aussi les montants investis par les agences, où c'est la première fois que les montants en investissement en social et en créateur de contenu ont dépassé les activations traditionnelles. Ouais, donc ça montre un vrai intérêt, et du coup basé là-dessus et basé sur, tu parlais du Festival du Nouveau Cinéma. Ouais. Et en fait la question que j'ai pour toi c'est je suis un client, je pousse la porte de Clark Influence, comme l'avait fait le Festival du Nouveau Cinéma. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la première chose qui va se passer une fois que je souhaite travailler avec Clark? Ouais. Comment on gère les campagnes? Alors, généralement, on essaye vraiment de comprendre un peu leurs besoins. Donc là, il y a toute une session où on s'assoit avec le client, d'essayer de comprendre pourquoi tu utilises le marketing d'influence, c'est quoi tes objectifs. Donc tu as plusieurs types d'objectifs que tu peux répondre à une campagne de marketing d'influence. Tu as soit plus de notoriété, donc tu veux que ton produit, ton festival soit le plus visible possible, soit tu veux de la considération, soit de la conversion. Donc on veut comprendre ton client, il veut toucher quelle cible, donc dépendamment de ta cible, on va sélectionner une plateforme différente, on va essayer de te poser le plus de questions pour comprendre véritablement ce que tu veux. À partir de là, on va nous prendre cette demande, ce brief, et l'envoyer dans notre département stratégique, où plusieurs stratèges vont élaborer plusieurs types d'activations qu'on est capable de proposer en influence. Donc là, tu mets les gros cerveaux qui vont réfléchir aux idées. Une fois qu'on réfléchit vraiment à un concept qui nous semble assez pertinent, on va le présenter au client, et à partir de là, la magie va s'opérer si, bien sûr, le client valide ce budget. Ouais. Là, c'est vraiment toute l'équipe du service conseil qui va prendre en main, c'est un peu des maîtres d'orchestre qui vont prendre en main les campagnes et qui vont les exécuter. Donc, comment on trouve nos influenceurs, comment on les contractualise, comment on gère l'opération. On aime bien souvent prendre les influenceurs et les sortir des plateformes, je sais pas, pour les amener sur des festivals, pour les amener dans des événements, pour les amener co-créer des produits. Donc il y a plein de types d'activations qu'on est capable de faire, des challenges, des podcasts, tu vois, comme aujourd'hui. Donc on peut activer nos influenceurs sur plein de plateformes et de supports différents. Et donc ces chefs de projet vont vraiment exécuter toute la campagne jusqu'au rapport final. On peut vraiment regarder cette campagne, voir est-ce que ça a fonctionné, est-ce que ça a atteint les attentes, c'est quoi les chiffres que cette campagne a généré. Donc il y a vraiment ce côté, pour répondre très rapidement à ta question, ce côté très stratégique, idéation
pour comprendre les besoins des clients et après vraiment une deuxième partie vraiment d'exécution pour être sûr que la campagne a vraiment bien performé. Et de reporting. Ouais. Et donc, tu parles des différents types de stratégies. Ouais. Et en fait, comment aujourd'hui, donc si je parle de la famille et les influenceurs, est-ce que tu catégorises les influenceurs en fonction du type de stratégie, en fonction du type de client? Comment ça se passe exactement, cette recherche-là et votre manière en fait d'approcher et de catégoriser si jamais il y a une catégorisation? Ouais, définitivement. On parle dans les grandes familles d'influenceurs, on aime bien utiliser un petit peu la métaphore de la pyramide, où au bas de cette pyramide, tu vas avoir des gens comme nous, qui commencent à avoir de plus en plus d'abonnés, mais on reste quand même des petits influenceurs, on va influencer notre famille, nos amis. Donc ça, tu vois, on est des nano-influenceurs, donc c'est souvent des gens qui ont entre 1500, 2000, en dessous de 1500, 2000 abonnés. Après, on va avoir des micro-influenceurs, des mid-influenceurs, des top-influenceurs et des célébrités. Donc, en fait, dans cette pyramide d'influenceurs, souvent, on va prendre la métrique du nombre d'abonnés, mais cette métrique, elle commence un peu à s'effriter parce que... Avec les bots, non? Parce qu'en fait, il faut vraiment savoir bien catégoriser ton audience, être sûr que ton audience, ce soit des vraies personnes, parce on a un peu moins cette problématique, mais il y a quelques années, on pouvait acheter très facilement des followers. Maintenant, c'est un peu moins le cas. Et donc, dans cette catégorisation des influenceurs, nous, dépendamment de ce brief que je te parlais du client, chaque famille d'influenceurs va être utilisée et être utile pour un style de campagne. Si demain, t'arrives, une nouvelle marque au Canada a pas beaucoup de crédibilité et de notoriété, et on souhaite gagner en légitimité, on aura tendance à prendre des personnes, des top influenceurs, des célébrités, qui vont nous donner cette crédibilité, où on pourra vraiment s'associer à son image. Et du coup, pour des marques peu connues, on va avoir tendance à avoir le plus de notoriété possible, donc le plus de métriques d'impression, et auquel cas, on va prendre des influenceurs qui sont quand même plutôt big. Et plus ta marque est connue, et plus tu veux de l'engagement, tu veux vraiment de l'expertise, des vraies recommandations, et là, tu vas partir plus sur des mid-influenceurs, des micro-influenceurs, qui ont cette capacité d'authenticité, qui peuvent vraiment s'infiltrer, créer des conversations. Et donc voilà, donc nous, on a des experts à l'interne qui conseillent vraiment quel type d'influenceur en fonction de ce que tu veux faire. Et bien sûr, comme tu peux t'en douter, plus tu vas dans le haut de la pyramide, plus ça coûte très cher. Non, j'imagine. Mais tu vois, je me disais, comment vous faites pour... Parce que là, tu as démarré il y a quelques années, tu n'avais pas forcément le même réseau d'influenceurs que tu as actuellement. Aujourd'hui, comment ça se passe quand tu veux contacter les influenceurs? Tu les contactes directement? Est-ce qu'ils ont un agent? Est-ce que c'est une agence qui own les influenceurs, entre guillemets? Ouais. Ou est-ce que vous avez carrément des influenceurs qui travaillent pour vous exclusivement? Ouais. Alors, plus ou moins, pour te résumer un peu notre écosystème d'entreprise, dans le milieu du marketing influence, tu as deux types d'entreprises. Tu as soit les entreprises et les agences dans le marketing influence, des entreprises qui vont travailler dans l'intérêt des marques, comme nous. Donc nous, on travaille dans l'intérêt des marques, où on va chercher les meilleurs influenceurs qui peuvent les représenter. Et de l'autre côté, tu as des entreprises qui travaillent dans l'intérêt des créateurs et des talents. Donc eux, leur métier, c'est de représenter des talents pour leur donner du business et pour vraiment gérer leur carrière. Donc nous, on ne représente pas d'influenceurs, sinon il y aurait un conflit d'intérêts. Donc notre vocation n'a pas à représenter des influenceurs. Mais toute la journée, on collabore et on va chercher des influenceurs. Donc nous, on a des outils qui nous permettent de dire, ok, tu veux un influenceur qui habite à Montréal, qui touche les femmes. On a des outils qu'on a développés à l'interne où on peut vraiment mettre des filtres extrêmement précis pour trouver l'influenceur qui va être pertinent pour notre campagne. Une fois qu'on a trouvé ces influenceurs-là, il y a deux cas. Soit ils sont représentés, soit ils sont représentés, soit ils sont pas représentés, ils se représentent tout seuls. On remarque qu'il y a de plus en plus d'agences de représentation. En fait, c'est un marché qui se professionnalise de plus en plus. Et dans cette professionnalisation, ça crée une industrie avec énormément de niveaux, plein d'arrivants, plein d'agences de représentation qui représentent que des mamans, que des stars du ciné, que des mannequins, que des sportifs. Et il y a vraiment... c'est vraiment un écosystème qui fleurit de toutes parts. Et donc, il y a de plus en plus d'agences de représentation. Nous,
sachant qu'on est quand même un gros acteur ici sur le Québec, on a des deals préférentiels où on est bien connu de toutes les agences, on fait souvent des événements avec ces agences pour être sûr de bien connaître les créateurs. Donc, on peut les contacter très facilement. Et après, il y a bien sûr une partie contractualisation pour être certain qu'on paye au juste prix. Mais je te dirais que si on a la problématique, le plus dur, c'est trouver une marque qui te fait confiance et qui va te donner ce mandat. Après, trouver des influenceurs, c'est sûr qu'il faut être sûr qu'il y a le fit, que l'influenceur va aimer le produit, va le tester. Donc, de temps en temps, les influenceurs refusent de s'associer à telle ou telle marque. Et c'est normal parce qu'ils sont pas clients. Il faut aussi... Généralement, c'est pas mentionné à la marque. Bah, si, quand même. Ah, si, quand même. Okay. Si, quand même. Okay. Et c'est intéressant de faire remonter à la marque. Cette personne, elle a testé ton produit, elle a moins aimé. Du coup, il y a une certaine intégrité que les influenceurs ont. Et donc, notre but, c'est justement d'aller trouver le bon influenceur. Et oui, des fois, il y a des influenceurs qui refusent, mais on arrive à être très persuasif au niveau des influenceurs. Et tu parlais de... Donc, si je prends un peu plusieurs parties de tout ce que tu m'as dit, donc tu as parlé des influenceurs, des différents types de stratégies. Ouais. Et en fait, le mot qui m'a un peu percuté, je t'avoue, c'est le mot authenticité. Ouais. Et pour toi, par exemple, qu'est-ce qu'une campagne qui fonctionne bien? Est-ce que c'est une campagne, par exemple, où cet influenceur que tu es allé chercher pour ton client est capable de ramener ce côté authentique et du coup... Pour n'importe quel client comme moi, consommateur, je vois ça et de manière organique plus ou moins, je viens et je pars acheter le produit qui a été mis en avant. Est-ce que c'est ça que vous cherchez à faire? C'est vraiment mettre en avant le côté authentique de la marque au travers de cet influenceur-là? Ça serait une belle manière pour toi d'un peu de décrire ok, c'est une campagne qui a marché? Définitivement. L'authenticité, on l'entend vraiment, ce mot, dans toutes les sauces. Et c'est aussi un peu le nerf de la guerre, parce que l'authenticité, ça paraît si une marque veut imposer ses conditions commerciales, veut imposer ces 3 caractéristiques du produit, et des collaborations un petit peu commerciales qui vont trop chercher à vouloir vendre un produit, ça paraît, et ça fait très peu d'engagement. Aujourd'hui, pour bien performer en influence, il faut bien sûr mettre un cadre à l'influenceur pour qu'il communique sur telle ou telle caractéristique du produit, mais laisser son carré de sable pour que l'influenceur aussi arrive à prendre ce message et à l'intégrer dans sa propre ligne éditoriale, sachant que c'est son propre média. Les gens qui le suivent, ils le suivent pour sa patte, pour sa ligne éditoriale, pour son authenticité. Et donc, il ne faut pas trop travestir sa ligne éditoriale. Donc, nous, notre enjeu, c'est de respecter les contraintes de la marque, mais tout en respectant aussi les contraintes et la ligne éditoriale et la tonalité de l'influenceur. Ça doit être challengeant. C'est challengeant. Et pour vraiment que ça fonctionne bien, notre secret, c'est d'inviter toujours dans notre réflexion, une fois qu'on a sélectionné l'influenceur, de le confronter, de lui expliquer aussi les enjeux de la marque et de participer à ce brainstorm, souvent de faire rencontrer l'influenceur directement au client pour qu'il ait aussi toute cette vision et toute l'intégralité aussi du contexte et avec plus de communication et surtout en fait on est une agence où on gère des humains, on gère nos clients, c'est des humains, nos influenceurs c'est particulièrement des gens qui il y en a qui sont professionnels, il y en a un peu moins, il y en a qui communiquent pas forcément par mail, tu parles par Snapchat, tu parles par WhatsApp, et ces influenceurs ils ont besoin aussi de plus comprendre, et du coup si tu les amènes, tu les vois en physique, tu t'amènes tout le contexte, ils peuvent vraiment réussir dans leurs mots à vraiment convaincre son audience d'utiliser tel ou tel produit ou mettre en avant tel service. Et c'est là où le marketing d'influence peut être extrêmement puissant. Grâce à Clark. Grâce à Clark. Je regardais j'ai oublié le nom, mais je vais me lancer, mais on avait eu au travail un témoignage d'un fondateur, c'était Midday, je ne sais plus exactement, c'est un marque de chocolaterie sportive. Et Midway, non? Oui, merci beaucoup. Merci. Et en fait, ce qu'il avait fait, c'est il disait qu'il voulait tout mettre sur l'authenticité. Donc en fait, avant même que le chocolat avait été créé, il était déjà en train de montrer le thought process. Je crois qu'il l'avait fait avec sa sœur et le mari de sa sœur.
Puis ils brainstormaient et en même temps ils se prenaient en vidéo en train de brainstormer juste avant même que le chocolat soit créé. Puis après ils avaient eu des problèmes avec l'équivalent de la FDA, sûrement la FDA, Health Canada, parce que il y avait quelque chose dans le chocolat qui était moins bon. Ils avaient dû dire directement, être authentique et transparent avec leur public. Voilà, on va être en retard sur la livraison. Et en fait tout ça a créé le jour du lancement. Le gars nous avait partagé les datas, les chiffres, et ça avait créé un buzz énorme, momentum. Et j'avais trouvé ça super inspirant. Et en fait, la question que j'avais pour toi, c'est est-ce que tu as un peu des campagnes qui t'ont marqué un peu, qui t'inspirent ou ça fait quoi, 6-7 ans, tu me disais que tu as créé 7 ans, voilà, est-ce que depuis ces 7 années, est-ce que tu pourrais me partager un peu une campagne qui t'a marqué ou qui t'a inspiré ou... On a fait beaucoup de campagnes qui sont vraiment ultra chouettes. Je pense à plusieurs campagnes. De manière générale, moi, mes campagnes préférées, c'est quand on sort un peu du promotionnel d'un produit et on aide plus des ministères à faire la promotion de notamment pendant la Covid, on avait aidé le ministère de la Santé à promouvoir des métiers, notamment comme les infirmières, des campagnes où on va avoir de l'influence positive qui vont aider des causes. Ça, c'est vraiment des campagnes ultra chouettes. C'est des campagnes qui nous parlent, qui parlent à nos employés, qui parlent et qui fédèrent aussi vachement. Donc ça, c'est tout le temps des chouettes campagnes. On a fait notamment sur notre bureau français, on accompagne la NBA depuis 3 ans. Il y a les Paris Games, donc il y a des équipes du basket américain qui viennent à Paris faire des matchs, et notamment on est en charge d'inviter plein d'influenceurs pour faire la promotion de ces matchs à Paris, et on a fait une campagne où on fait la promotion de la NBA House, et on a pris, je sais pas si tu connais l'agence, c'est genre la famille Kretz, oui, la famille Kretz, qui fait la promotion de plein de biens immobiliers, et ils sont venus sur place faire la promotion de la NBA House. Et pour les gens qui nous regardent, juste pour petite parenthèse, l'agence qui est une série Netflix, une famille immobilière qui sont en France mais aussi dans d'autres pays, Espagne, etc. Exact, et au Brésil aussi. Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé, mais tu les as amenés du coup. Et donc ils ont fait aussi la promotion de cette maison. Donc tu as plein de campagnes où, comme je te le disais tout à l'heure, où quand tu sors le marketing d'influence des médias sociaux et tu les amènes dans la vraie vie, tu peux créer du challenge, tu peux aussi même, je te disais, co-créer des produits, ça c'est un peu la mode, où tu peux par exemple dans, je sais pas, une marque de sport, une marque comme Starbucks peut s'associer avec un créateur de contenu et faire une boisson en commun. C'est extrêmement puissant, donc on aime bien sortir justement les créateurs du contenu des médias sociaux. Et vous cherchez donc, est-ce que vous cherchez tout le temps à avoir des nouvelles campagnes dans différentes zones? Est-ce que ça peut être dans des zones en dehors de là où sont les agences de Clark, ou est-ce que c'est vraiment à chaque fois tu sais que tu es à Paris, tu sais que tu es à Toronto, tu sais que tu es à Montréal, ou est-ce que ça peut être en dehors de ces villes-là? Ouais, on peut, avec la connaissance qu'on a du marché de l'influence, avec nos outils, on peut gérer des campagnes sur des plus grands territoires, notamment avec notre bureau français, on peut faire des campagnes sur l'échelle européenne, donc on accompagne plusieurs clients sur l'Europe, et ici, avec notre bureau de Toronto, on est capable de faire des campagnes aussi en Amérique du Nord. Donc souvent, on va se limiter en Europe et en Amérique du Nord. C'est quand même un sacré terrain de jeu. Ouais. Et on est capable, notre but, c'est d'arriver, on veut créer un bureau à Chicago pour encore plus accompagner, avoir une présence aux États-Unis pour être encore plus pertinent sur ces marchés. Et souvent, de plus en plus, on remarque que en marketing d'influence, c'est des marques qui veulent se positionner d'un point de vue global et qui recherchent un réseau d'agences qui peut prendre position sur je veux que cette agence m'accompagne sur le niveau international, et on aimerait aussi se développer un peu plus sur le côté international pour accompagner des marques de manière globale en influence. On le voit que ça arrive au niveau du média, un peu moins en influence, il y a moins de réseaux internationaux de marketing d'influence, et on a l'espoir de, pas demain, on va prendre encore du temps de consolider tout ce qu'on fait, on a déjà 3 bureaux et c'est beaucoup de travail, d'essayer de pouvoir un peu trouver quelques clients qui nous font confiance pour pouvoir les accompagner. Ouais, exactement. Ouais. On parlait
donc de l'influence, que ça a continué à augmenter. Il y a différentes plateformes qui ont été créées depuis Instagram, etc. Et souvent, surtout avec TikTok, c'est souvent des formats très courts, tout va très rapidement, les gens font que scroller, sont à la recherche d'attention, etc. On cherche justement, en fait, en très peu de temps, il faut que tu arrives à capter l'attention des consommateurs, etc. Qu'est-ce que tu penses des longs formats? Est-ce que tu penses qu'il y a un avenir avec les longs formats? Tu sais, je t'avoue que moi, personnellement, j'aime bien YouTube, ça m'arrive d'y aller pour regarder des sortes de documentaires, etc. Mais est-ce que... par rapport à l'influence en tant que telle, tu penses qu'il y a une place pour ça? Alors, souvent, les formats courts vont être utilisés pour avoir de l'acquisition. Tu vois, tu vas gagner des nouveaux abonnés, tu vas gagner des nouveaux clients par des formats courts. Une fois que tes clients, tes utilisateurs, tes fidèles sont déjà membres de tes plateformes, tu vas avoir besoin de contenu un petit peu plus long pour les nourrir. Et donc, en fait, chaque forme de format a vraiment une utilité différente. Moi, je suis persuadé que le format long, c'est un des formats aussi que je préfère. On est ici sur un podcast avec un format plutôt long. C'est un format où on peut vraiment donner plus d'informations, on peut rentrer en détail et on en a besoin, surtout pour communiquer des problématiques de marque qui sont un petit peu plus compliquées, pour connaître plus un invité, pour connaître plus une entreprise, pour connaître plus un produit. Et c'est des formats qui ont toujours la cote. Après, ça va dépendre de la plateforme. C'est sûr que même TikTok, il y avait des formats, le format était limité à 1 minute, puis à 10 minutes, puis maintenant un petit peu plus. On remarque que, on dit souvent que les gens ont de moins en moins d'attention, mais les formats longs ont toujours beaucoup d'avenir. Et je crois qu'il va y avoir dans les prochaines années un retour assez fort sur ce type de format. Ouais, c'est parfait parce que ça m'amène parfaitement le segue vers ma prochaine question, parce que j'allais dire, avec l'IA, etc., qui est aujourd'hui de plus en plus dans les différents domaines. Alors, pour en venir un peu plus tard sur les formats longs, courts, etc., est-ce que tu penses que l'IA, et peut-être c'est déjà le cas et je ne le sais pas, aujourd'hui, est-ce que l'IA a un impact dans le marketing d'influence? Est-ce que tu vois, même il y a peut-être maintenant on parle même d'influenceurs créés par l'IA. Est-ce que, je t'avoue que ça me fascine, je sais pas du tout comment ça se passe, ce genre de choses. Tu vois, il faut être aveugle pour pas voir l'IA sur les médias sociaux. T'as plein de vidéos, de contenus qui sont complètement fabriqués par l'IA. Il reste que quand les réseaux sociaux sont un endroit où tu veux te divertir. Et souvent, les contenus générés par l'IA sont extrêmement innovants le premier jour, la première semaine, et extrêmement beige et plat parce que tout le monde le surutilise. Et je crois que rien va battre la créativité et le contenu vraiment fait par des humains. Maintenant, ceci étant dit, l'IA, c'est utilisé par la majorité des créateurs, et moi, je le vois plus comme une béquille. Ça va être un outil que les créateurs utilisent et vont plus utiliser pour aller plus loin dans leur concept, pour créer plus rapidement, pour créer du contenu, pour aller vraiment au bout de leurs idées. Donc, nous, on essaye de pousser dans certaines campagnes l'utilisation de l'IA quand elle est mise vraiment à profit à la création de nos influenceurs. Mais on va essayer de mettre toujours un stop à du contenu complètement utilisé par l'IA. Il y a eu depuis quelques années des influenceurs qui ont été créés par des studios de production complètement, en fait, c'est complètement des fakes, c'est on les appelle des AI influencers. Et j'ai l'impression que, pareil, tu vois, ça a pollué, il y en a eu énormément sur les médias sociaux, ça s'est un peu calmé, il y a eu beaucoup de tentatives, et c'est devenu un peu le même style de contenu. Et on a moins envie de voir ça. Et je pense que nous, on veut militer, et en tout cas, on milite sur une utilisation vraiment de suivre des vrais humains. Il y a l'authenticité. L'authenticité, exactement. Ouais. Et bah, tu vois, donc en fait, ça te fait pas peur, quoi. C'est ça que je veux dire. Enfin, du moins, il y a eu quelques IA influenceurs, AI influenceurs. Et en fait,
toi, ça t'a pas impacté sur des stats ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Enfin, ce que tu vois aujourd'hui, c'est que le contenu authentique qui parle le plus aux gens qui follow leur marque, c'est ce qui va apporter le plus d'engagement comparé Exact. à autre chose. Ok. Exact. C'est souvent des concepts en fait qui sont assez uniques et qui sont propres à des influenceurs. Et je trouve que le contenu, il n'y a rien de plus engageant que du contenu qui est assez unique. Et je trouve que cette capacité à créer, à proposer des nouvelles idées, les humains sont encore de loin meilleurs que des influenceurs créés par l'intelligence artificielle. Donc, pour l'instant, c'est dur de les mettre en compétition et vraiment de les comparer. Ok. Et en parlant d'IA, en parlant de format long, etc., est-ce que tu as un avis à peu près à ce que ta vision en fait du marketing d'influence? Tu sais, même on voit, avant c'était assez réservé, maintenant on voit des politiciens de plus en plus et ça impacte carrément des campagnes électorales, etc. Il y a l'IA, il y a les différences de types de formats, etc. Il y aura peut-être des nouveaux canaux de marketing d'influence. Est-ce que tu t'es amusé un peu à réfléchir et te dire est-ce qu'il y aura des tendances C'est quoi le marketing d'influence de demain? Ouais, à peu près. Il y a pas mal de choses qui vont se passer, je pense. Il y aura beaucoup plus de verticalité dans le marketing d'influence, donc beaucoup plus de plateformes de communauté. Tu vois, on le voit par exemple avec Strava qui réunit des communautés sportives. Il y aura beaucoup plus ce type de communauté, donc je pense qu'on va aller vers des plateformes de communauté qui vont partager des centres d'intérêt. Je pense que les influenceurs, ça va être... Comme Reddit? Exactement, ouais. Okay. Comme Reddit ou par industrie ou par thématique de sport, de lifestyle, t'aimes les animaux, tu vas te retrouver sur des communautés beaucoup plus fermées. Tu vois, je pense que on aura aussi de l'influence de plus en plus locale. On va moins suivre un énorme influenceur qui va être basé à New York, à Chicago, mais tu vas suivre beaucoup plus d'influenceurs qui te ressemblent et qui sont près de toi et qui vont avoir une influence beaucoup plus directe. Donc, tu vois, ça va être des influenceurs, je pense, qui vont avoir des plus petites communautés. Ces influenceurs, je pense qu'ils vont prendre plus conscience de leurs responsabilités parce que au vu de la croissance du marketing d'influence, ça va être plus régulé. Ça sera moins le Far West qu'aujourd'hui. Donc, ce sera des gens qui vont être plus responsables et je crois vraiment en un avenir beaucoup plus éthique du marketing d'influence. Et ça va être aussi, j'imagine, plus contrôlé. On le voit dans certains pays, le marketing d'influence commence à être contrôlé. Au Canada, ici, il y a très peu de régulation. On a sorti avec Clark Influence la première charte éthique qui essaye de bâtir et de mettre un peu un premier modèle, un premier schéma de premières règles que des influenceurs pourraient respecter sur la transparence, sur l'éthique, sur l'environnement. Donc on essaye d'être un peu précurseur. Et voilà, je pense que le marketing d'influence va continuer à exister. Et je crois qu'il y a un bel avenir, en tout cas, dans cette profession. Je suis assez d'accord avec toi. Et d'ailleurs, si ça peut inspirer quelques personnes qui nous écoutent, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous écoute qui se dit j'aimerais bien aussi créer mon agence comme Nicolas, comme Clark Influence. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à cette personne-là? Waouh, un conseil. Peut-être pas un conseil. Ouais, un conseil difficile de résumer en un conseil. Ouais. Mais... Non, je dirais qu'il faut avoir les mains dans le cambouis. En fait, les médias sociaux, ça va tellement vite. Il y a des trends qui sortent toutes les semaines. Il faut à la fois comprendre ces trends et à la fois avoir un regard et un recul nécessaire pour avoir une opinion. Je pense qu'il faut être vraiment engagé et avoir un parti pris sur une vision du social. Je pense que du coup, il faut peut-être soi-même créer du contenu pour essayer d'être crédible dans cette profession-là, se connecter aussi à beaucoup de gens de l'industrie pour avoir aussi son réseau. Et je te dirais de rester curieux parce que c'est un milieu qui va très vite et si t'es pas curieux, en fait, tu te fais dépasser
constamment. Donc, lire, écouter, installer les nouvelles plateformes, essayer de comprendre, faire exactement comme toi, rencontrer des gens de l'industrie. Et voilà. Et je pense qu'avec beaucoup d'efforts et un peu d'abnégation, tu peux réussir à faire quelque chose de sympa. Et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se créent dans cette industrie. Et pas hésiter à se lancer et d'y aller. Sinon, il peut commencer chez Clark. Exactement. On a des offres disponibles, donc on peut postuler. Si vous allez sur notre site, vous pouvez voir quelques postes disponibles. Génial. Donc en fait, ce que je résume un peu, c'est quelqu'un qui est curieux, qui est engagé et qui n'hésite pas limite à test and learn de lui-même sur les réseaux. Et ça. Ouais. Écoute, merci Nico. Merci à toi, Hugo. C'est déjà la fin du 6e épisode. J'espère que tu as aimé ça. C'était très cool, très chouette comme expérience. Merci. Écoute, pas de problème. J'espère que aussi vous avez aimé ça. Déjà la fin du 6e épisode. Voilà, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, commenter, liker aussi les vidéos sur les différentes plateformes. Et on se rejoint très vite pour le prochain épisode. Merci beaucoup.